Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, les géants de Magellan. En 1520, Fernand de Magellan a fait le tour du monde à la voile. Et lorsqu'il arrive en Patagonie, sur les côtes de l'Amérique du Sud, il découvre la chose la plus insolite jamais trouvée par un explorateur. Il aurait, prétendument, rencontré un géant qui dansait sur le rivage en chantant un petit air. Magellan aurait été tellement stupéfait qu'il aurait ordonné à l'un de ses émissaires d'entrer en contact avec l'énorme créature. La rencontre se serait déroulée comme prévu et le géant aurait accueilli Magellan à bras ouverts. Tout cela est raconté par Antonio Pigafetta, membre de l'équipage du voyage décisif de Magellan, qui a tenu un journal et consigné tout ce qui s'est passé. Antonio a écrit que lorsque le géant s'est présenté devant l'équipage, il a tremblé de peur et a pointé du doigt le ciel. Le géant croyait apparemment que les Espagnols, de peau très pâle, descendaient du ciel. Et selon le même récit, le géant aurait été tellement grand que le plus grand des hommes de Magellan ne lui arrivait qu'à la taille. L'équipage aurait partagé nourriture et boissons avec le géant et l'un des hommes lui aurait montré un miroir. Et apparemment, il fut tellement choqué de voir son propre reflet qu'il jeta le miroir et jeta 4 hommes à terre d'un seul coup. Fernand de Magellan et son équipage de marins passèrent plusieurs semaines avec le géant et sa tribu d'autres personnes énormes. Et Magellan avait l'intention de ramener 2 d'entre eux en Espagne pour prouver sa découverte. Mais selon le journal d'Antonio, le plan aurait échoué lorsque les géants seraient morts et se seraient perdus pendant le voyage de retour. On ne sait pas vraiment exactement ce qu'il est advenu des prétendus géants, mais ils auraient pu causer des problèmes. Les Espagnols auraient très bien pu les exécuter, puis les jeter à la mer. Et je vous l'accorde, cela ressemble à l'intrigue farfelue d'un film pourri. Mais les experts affirment que cela pourrait être quelque peu vrai. Fernand de Magellan a peut-être rencontré la tribu des Tehuelche de Patagonie. Il s'agissait de personnes bien réelles et d'une stature impressionnante. Ils ne mesuraient pas 4 mètres de haut, mais au moins 1,90 m, ce qui était bien supérieur à la moyenne européenne de l'époque, en particulier celle des Espagnols. Mais des estimations plus modernes indiquent qu'ils ne mesuraient que dans les environs d'1,80 m, et ce, en se basant sur des preuves archéologiques. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient énormes par rapport aux Espagnols de l'époque. Et il est tout à fait possible que Magellan et son équipage aient rencontré 2 membres extrêmement grands de la tribu, mesurant bien plus qu'1,90 m. Et au fil des ans, les Tehuelche ont été lentement absorbés ou tués par les colons espagnols et ont fini par disparaître. À ce jour, les Tehuelche sont restés l'une des populations les plus grandes de l'histoire de l'humanité. Numéro 9. La cité légendaire de Xanadu. En 1298, le livre des voyages de Marco Polo, le grand explorateur, a été publié en Europe. Il s'agissait d'un livre fantastique relatant les aventures passionnantes de Marco Polo en Orient. C'est ce que Marco Polo a écrit dans son livre qui a donné à l'Occident la première véritable image de l'Asie. On y découvre des temples fabuleux, des fumeries d'opium, des bêtes exotiques et des terres très différentes de celles de l'Europe. Marco Polo a quitté son Italie natale et a voyagé à travers l'Asie avant d'arriver dans la légendaire cité de Xanadu vers 1275. Mais il n'est pas resté quelques semaines en vacances. Marco Polo est resté à la cour de Kublai Khan, le petit-fils du très grand Gengis Khan, pendant près de 20 ans et n'est revenu en Europe qu'en 1292. Dans son livre Voyage, Marco Polo décrit une ville magique de marbre et de pierre. Il parle de salles et de chambres couvertes de magnifiques décorations, ainsi que d'immenses jardins regorgeant d'animaux et d'oiseaux de proie pleins de vie. Au centre de la ville, il parle d'un très grand pavillon royal soutenu par une colonnade de piliers. Et bien des années plus tard, en 1797, le poète anglais Samuel Taylor Coleridge a écrit une histoire de Xanadu dans son poème épique Kublai Khan. Il décrit Xanadu comme une vision dans un rêve. Et au XXe siècle, on ne savait pas très bien si Xanadu était un lieu réel ou un endroit mythique imaginé par un explorateur il y a 800 ans. Mais des vestiges ont été découverts au nord de la Grande Muraille de Chine. Xanadu était en fait une véritable ville, si majestueuse et exotique qu'il n'est pas étonnant que Marco Polo n'ait jamais voulu la quitter. C'était la résidence d'été de l'Empire mongol après la mort de Gengis Khan. Construite à 340 km de Pékin.
Il a été occupé de 1274 à 1364. Le petit-fils de Gengis Khan, Kublai Khan, a régné sur la ville de 1260 à 1294. Et si Gengis Khan retient généralement toute l'attention, Kublai ou Kubilai Khan s'est distingué en étant le premier étranger à conquérir toute la Chine. Il a réduit en poussière la dynastie Song et est devenu le premier empereur de Chine ne descendant pas des Han. Numéro 8. Les 100 têtes. Les blémis, comme décrits par l'historien grec Hérodote il y a 2500 ans, étaient des créatures qui avaient des yeux dans la poitrine et qui n'avaient pas de tête. Ils ressemblaient exactement à des humains, mais n'avaient ni cerveau, ni crâne, ni visage, et ils auraient vécu dans les forêts épaisses de Libye. Hérodote a également écrit que la Libye était pleine de serpents géants, de bêtes monstrueuses à tête de chien, d'ânes dotés de cornes et d'autres atrocités. Mais 500 ans plus tard, un géographe grec a noté que les blémiers vivaient en Nubie et n'étaient pas d'horribles monstres. Il s'agissait simplement d'une tribu de gens qui essayaient tout simplement de vivre leur vie en paix. Et peu de temps après, l'historien romain Pline l'Ancien les décrivait à nouveau comme des humains sans tête avec une bouche et des yeux dans la poitrine. Et Pline donne le nom de blémies à ces monstres acéphales. Pline l'Ancien était sans doute le plus important de tous les naturalistes romains, mais il n'était pas non plus très fiable. Il a décrit une fois une race de personnes dont les pieds massifs étaient presque aussi grands que leur torse. Bonne chance pour chausser de tels panards. Ensuite, au XVIe siècle, le grand explorateur Sir Walter Raleigh a écrit sur un peuple étrange vivant dans la jungle, les Ewa-Panoma. Raleigh a décrit ces tribus comme ayant des yeux sur les épaules et des bouches au milieu de la poitrine. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Raleigh n'a pas dit que ces êtres étranges vivaient en Libye ou en Nubie. Il a affirmé qu'ils venaient de Guyane, à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud. Et la seule autre preuve connue de l'existence d'un tel peuple remonte au Moyen Âge. Il existe un ouvrage intitulé « Les voyages de Sir John Mandeville » et publié au XIVe siècle. Et bien que les créatures décrites dans ce livre ne s'appellent pas les blémiers, elles correspondent parfaitement à la description qui en est faite. Mandeville décrit ces gens comme des personnes de stature immonde qui ont été maudites pour ne pas avoir de tête. Il dit également que leurs yeux se trouvaient sur leurs épaules et de nombreux autres récits relatent que des explorateurs ont rencontré ces gens étranges. Mais bien évidemment, aucune preuve de leur existence n'a été trouvée. Mais jusqu'ici, les historiens se demandent toujours comment une telle légende a pu se propager aussi grandement et sur une période aussi longue. Numéro 7. L'Eldorado. Dans les années 1530, Francisco Pizarro est l'un des principaux Espagnols responsables du pillage de l'Amérique du Sud. Il s'est notamment rendu coupable d'avoir contribué au démantèlement de l'Empire Inca et d'avoir volé ses richesses. Mais Pizarro est loin d'être le seul explorateur du Nouveau Monde au début du XVIe siècle. Nombreux sont ceux qui, comme lui, se lancent dans de dangereuses expéditions à la recherche d'or. Les Incas leur avaient parlé de villes situées au cœur de la jungle, si riches en or qu'ils s'en servaient pour construire leurs maisons. Et l'un des noms que les explorateurs et les aventuriers entendaient sans cesse était l'Eldorado. Ils entendaient le nom de cette ville légendaire partout, comme un murmure dans le vent. Et tous les explorateurs voulaient avoir leur part du gâteau. Mais ils étaient loin de se douter que l'Eldorado n'était pas vraiment un lieu, mais plutôt une tradition. Et cela a été découvert lors d'une expédition en 1537. Demandez à n'importe quel spécialiste du colonialisme espagnol du XVIe siècle, il vous dira qu'il n'y a pas de mystère derrière l'Eldorado. L'affaire est résolue depuis près de 500 ans. En 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada a découvert le peuple Muisca de Colombie. Ce peuple vivait sur les hauts plateaux juste à côté de l'actuel Bogota. Et l'une de ses traditions voulait qu'à chaque fois qu'un nouveau roi accédait au trône, celui-ci se couvrait de poussière d'or. Ensuite, il plongeait dans le lac sacré Guatavita. Et on croyait que lorsque le roi émergeait des eaux, il était purifié et que la cérémonie royale était terminée. L'Eldorado était le nom donné à cet acte, et en espagnol, il se traduit par l'homme doré ou l'homme couvert d'or. Le peuple Muisca a été complètement décimé dès qu'il a été découvert.
Leurs villes ont été détruites et leurs trésors ont été pillés dès qu'ils sont entrés en contact avec les Espagnols. Les Espagnols ont dragué le lac Guatavita mais n'ont pas trouvé beaucoup d'or. Et les conquistadors furent tellement déçus qu'ils entretinrent la légende de l'Eldorado, persuadés qu'il devait y avoir encore de l'or caché quelque part dans les montagnes. Numéro 6. Les 7 cités de Cibola. Les 7 cités de Cibola, ou les cités d'or, est le nom d'une terre mythique convoitée par les explorateurs espagnols du XVIe siècle, encore une fois. Il n'y a pas à dire, ils faisaient vraiment une fixette. Et bien que ces dernières aient été comparées à l'Eldorado, ces lieux n'ont aucun lien entre eux. Les 7 cités de Cibola étaient censées être un territoire situé loin au nord, au-delà de la terre des Aztèques, et qui abritait des trésors inestimables, des cités d'or dont les Espagnols ne pouvaient que rêver. En 1527, l'expédition Narvaez a connu un véritable désastre. Le conquistador espagnol Panfilo de Narvaez s'est rendu en Floride avec 600 personnes à bord de 5 navires. Leur mission était de coloniser la Floride pour le compte de la couronne espagnole. Mais lorsqu'ils rencontrèrent une tempête au large de Cuba, leur navire en coulait. Seules 400 personnes environ atteignent les rives de la baie de Tampa. Mais aucun d'entre eux ne savait vraiment où ils se trouvaient à ce moment-là. Il était donc préférable qu'ils se divisent et qu'ils essaient de trouver une terre propice à leur survie. Malheureusement, presque tout le monde est mort en luttant désespérément pour prendre pied dans les marécages sauvages de la Floride. Ils périssent les uns après les autres et seuls 4 hommes de l'expédition ont survécu et se sont éloignés le plus possible de la Floride. Ils finirent par se rendre dans ce qui est aujourd'hui le Texas, où ils ont été capturés par les indigènes qui y vivaient. Et après de nombreuses années d'épreuves, les captifs s'échappent enfin et arrivent à Mexico. À leur arrivée, en 1536, les hommes ont commencé à répandre des rumeurs sur les 7 cités de Cibola. Ils auraient prétendument appris l'existence de ces terres par les Amérindiens avec lesquels ils vivaient depuis quelques années. Les 4 survivants ne sont jamais partis à la recherche des cités d'or, mais d'autres l'ont fait. En 1539, le célèbre explorateur Estevanico, ou Mustapha Zemouri, berbère du Maroc, est d'ailleurs considéré comme le premier Africain à avoir posé le pied en Amérique. Avec son compagnon, Marcos de Niza, il s'est égaré loin au nord et s'est retrouvé sur les terres des Zuñis, une tribu pueblos. Personne ne sait ce qui s'est passé, si ce n'est qu'Estevanicos a été assassiné et que Marcos en a réchappé de justesse. À son retour au Mexique, Marcos de Niza répandit encore plus de rumeurs à propos d'une terre riche en or. Mais malgré des dizaines d'autres chercheurs de trésors espagnols marchant vers le nord, les cités d'or n'ont jamais été retrouvées. Numéro 5. Capitaine Bartholomew Gosnold. En 2002, des archéologues ont découvert une mystérieuse tombe à l'extérieur d'un fort construit sur une petite île de la James River il y a près de 400 ans. Les enquêteurs ont été immédiatement déconcertés par cette découverte. Toutes les autres sépultures trouvées dans l'ancien fort avaient été réalisées à très peu de frais. Les corps avaient simplement été jetés dans le sol. Mais ces tombes en particulier contenaient un cercueil, le seul du site. La tombe a également été creusée avec soin, ce qui montre que la personne qui a été enterrée là devait être extrêmement importante. Les fouilles ont été effectuées par des anthropologues du Smithsonian National Museum of Natural History. Le site où la tombe a été découverte était la première colonie anglaise permanente en Amérique du Nord, et il s'agit de la célèbre Jamestown en Virginie. L'individu dans le cercueil a été trouvé avec un bâton de capitaine, ce qui prouve que les colons le considéraient avec une certaine révérence. L'analyse de l'artefact a montré que la sépulture a été réalisée avant 1630. L'examen du squelette a prouvé que le défunt était un homme et qu'il mesurait un peu plus d'1,5 mètre. Il avait une trentaine d'années lorsqu'il est décédé, mais la cause de sa mort n'était pas évidente. Et bien qu'ils ne puissent pas le prouver de façon définitive, les chercheurs pensent que cet homme était probablement le capitaine Bartholomew Gosnold. Bartholomew était l'un des premiers explorateurs et l'une des premières personnes à mourir dans la colonie de Jamestown 3 mois seulement après le débarquement des colons en 1607. Il est tombé malade et est décédé. Gosnold était l'un des plus grands partisans de la colonisation à la fin du XVIe siècle. Il a commencé sa vie comme avocat avant de devenir explorateur en 1602. Il s'est rendu en Nouvelle-Angleterre à la recherche du Nouveau Monde.
et il a baptisé Cape Cod en raison du nombre impressionnant de poissons qu'il y a trouvé, cod étant le nom de la morue en anglais. Et Martha's Vineyard, littéralement vignoble de Martha, a été nommé en l'honneur de sa fille. Son navire était le Godspeed, l'un des 3 bateaux destinés à la Virginie en 1606. Il était également le vice-amiral et l'homme qui a conçu le fort de Jamestown. Mais malgré son travail acharné et son dévouement, le Nouveau Monde l'a tué. Et après seulement une centaine de jours en Amérique du Nord, Gosnold était déjà dans un cercueil enterré sous terre. Numéro 4, l'expédition des dinosaures. Le capitaine allemand Ludwig Lausnitz était l'un des premiers hommes à entendre parler d'un dinosaure vivant se cachant quelque part en Afrique au début du XXe siècle. Le capitaine est chargé de mener une enquête sur les colonies allemandes au Cameroun. Et en allant de colonie en colonie, il entendit parler d'un étrange reptile que les habitants appelaient le Mokele Mbembe. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un lézard géant et ils le décrivent comme un mastodonte préhistorique. La créature semblait si grande et si effrayante que même le capitaine allemand doutait de la véracité des récits qu'il avait entendus. Pourtant, il juge les récits suffisamment crédibles pour les répéter. Le capitaine parle d'une monstruosité à la peau brunâtre, encore plus grande qu'un éléphant. La créature avait un cou lent et flexible, presque comme un serpent attaché à son corps. Et selon Ludwig, elle ne possédait qu'une seule dent gigantesque, ou peut-être même une corne dans la bouche. Et sa queue musclée ressemblait à celle d'un crocodile, mais en beaucoup plus grand. Les habitants avaient peur de s'approcher de la bête en canoë, car elle aurait réduit leurs embarcations en pièces. Et selon les légendes locales, elle tuait des groupes entiers d'hommes, mais ne mangeait pas leur corps car elle était apparemment végétarienne. Selon les mêmes récits, la bête se retirait parfois dans des grottes pour dormir, puis sortait pendant la journée pour se nourrir. La description semblait être celle d'un dinosaure, une sorte de sauropode comme le brontosaure. Bien sûr, le problème est que tous les dinosaures ont disparu depuis 65 millions d'années. Mais cela n'a pas vraiment empêché des aventuriers à partir à la recherche du dinosaure caché d'Afrique. Le lieutenant allemand Paul Gratz a écrit son propre récit sur la bête en 1911. Il a appelé le dinosaure Nsanga et a déclaré qu'il avait chassé la créature dans la jungle, mais qu'il n'avait pas réussi à la tuer. Tout ce qu'il a trouvé, ce sont des morceaux de sa peau sur l'île de Mbawala. Numéro 3, la terre de Sannikov. En 1811, le marchand et explorateur russe Yakov Sannikov a rapporté avoir été témoin d'un mystérieux brouillard bleu près des nouvelles îles de Sibérie. Le brouillard semblait tourbillonner autour d'une grande masse terrestre et l'explorateur voulait en voir plus, mais la météo n'était pas vraiment de son côté. 7 décennies plus tard, en 1886, un autre explorateur russe nommé Edward Toll a été témoin de la même chose. Il y avait une île étrange dans l'Arctique enveloppée d'une brume bleuâtre. Et en 1901, Edward Toll la revit lors d'une expédition polaire russe. Mais cette fois, il était déterminé à atteindre la mystérieuse île fantôme à l'horizon. Cependant, alors que l'île est en vue, le navire d'Edward, le Zarya, est bloqué par des morceaux de banquise. L'équipage est bloqué dans les nouvelles îles de Sibérie et ne peut atteindre le brouillard bleuté qui tourbillonne autour de la masse continentale au loin. Et en novembre 1902, Edward Toll et 3 de ses plus proches compagnons ont abandonné leur navire et voyagé à pied à travers la glace. Ils voulaient absolument atteindre l'île mystérieuse et la toucher de leurs propres mains, ou bien fouler son sol avec leurs propres pieds. Malheureusement, ils disparurent dans le brouillard glacé et ne furent jamais revus. Et d'autres explorateurs ont tenté de découvrir ce qui fut bientôt connu sous le nom de terre de Sannikov, mais tous ont échoué. Le brise-glace soviétique Sadko est parti à sa recherche en 1936, mais n'a trouvé aucune trace de l'île ou de la prétendue masse continentale. Aujourd'hui, personne ne croit à son existence. Les experts estiment que les premiers explorateurs ont été trompés par une sorte de mirage arctique. L'île mystérieuse pourrait n'être qu'un mirage de l'île Bennett située à proximité ou bien n'être qu'une hallucination. Numéro 2, l'expédition Burke and Wills. En 1860, le nouveau gouvernement australien offre une récompense de 2000 livres à toute personne capable de traverser l'intérieur du continent. À cette époque, personne, à l'exception des aborigènes, n'avait jamais réussi à traverser le vaste,
désertique et dangereux désert central. La longueur du désert n'est que d'environ 3300 km, mais c'est toujours 3300 km d'enfer. Le 20 août, Robert O'Hara Burke, un homme qui n'avait jamais mis les pieds dans le bush de sa vie, se met en route avec 19 hommes et 23 chevaux. Il emporte avec eux environ 20 tonnes de nourriture dans des tas de viande de bœuf séchée. En fait, ils avaient tellement de viande de bœuf que l'un de leurs chariots s'est brisé avant même qu'ils ne quittent le parc royal de Melbourne. Et en septembre, un mois seulement après le début de l'expédition, les gens abandonnaient déjà le périple. Le commandant second de Burke démissionne, de même que le médecin et chirurgien du groupe. William John Wills est ensuite nommé commandant second et a l'idée de diviser l'expédition en deux. Les chevaux les plus robustes et les hommes les plus forts ont l'intention de pousser jusqu'à l'autre côté de l'outback, tandis que le reste du groupe continue d'avancer lentement. Et ils finiront par se regrouper à Cooper Creek. C'était la limite de l'exploration européenne en Australie. Aucun homme à la peau pâle et blanche n'avait jamais contemplé l'au-delà de Cooper Creek, ce qui rendait l'expédition passionnante pour les aventuriers. Ils auraient dû attendre le mois de mars pour éviter la chaleur de l'été, mais Burke était impatient et les a poussés à poursuivre la route. La température moyenne journalière pendant le voyage était d'environ 50 degrés Celsius. La suite de l'histoire est très longue et très pénible. L'équipage commence à manquer de provisions alors que les tensions sont très vives. Les hommes commençaient à s'affaiblir car leur corps était vidé de leurs vitamines. Ils étaient si loin de la civilisation que la tâche semblait perdue d'avance. Et pendant une brève période, un groupe d'aborigènes des environs a nourri les quelques voyageurs survivants avec du poisson et des haricots, mais cela n'a servi à rien. Finalement, à un moment donné, William John Wills s'est assis pour se reposer et ne s'est jamais relevé. Robert O'Hara Burke s'est assis au bord d'un ruisseau et s'est effondré, mort d'épuisement. Un seul et unique homme a survécu au voyage, mais ne s'est jamais vraiment remis. Il finit par décéder quelques années après avoir quitté le bush et malheureusement, le groupe n'a jamais découvert comment traverser l'outback. Numéro 1. La vallée tropicale du Canada. La vallée de Nahanni est l'un des endroits les plus mystérieux du Canada. Il a une réputation de meurtre, de folie, de malédiction, d'or perdu et de mort. Et tout a commencé avec la ruée vers l'or du Klondike à la fin du 19e siècle. Le 14 juillet 1897, le navire à vapeur, dit Excelsior, est entré dans le port de San Francisco, transportant des pionniers venus du nord. Il s'agit de prospecteurs d'or qui ramènent plusieurs tonnes d'or brut de la région du Klondike, au Canada, et la nouvelle de leur découverte se répand très rapidement. Et des hommes et des femmes de partout montent dans leurs chariots et se dirigent vers le Klondike. On estime à 20 000 le nombre de prospecteurs d'or qui ont soudain envahi le nord canadien. Et au début des années 1900, nombre de ces prospecteurs enterraient à l'aveuglette dans la nature à la recherche d'or. Et c'est ainsi que sont créés des postes avancés de la police à cheval, des cabanes de traite et des saloons isolés dans la région. Et dans les années 1920, on commence à parler d'une vallée tropicale située quelque part dans le nord et on l'appelait l'oasis de l'Arctique. Les prospecteurs Hank Russell et Jack Lee ont découvert une vallée de l'autre côté d'un col de montagne enneigé. La vallée était verte et chaude, comme si elle appartenait à une jungle luxuriante quelque part en Asie. La chaleur était si intense dans la vallée qu'on avait l'impression d'être dans la bouche d'un volcan. Et le 26 juin 1925, l'Alaska Weekly publia un article intitulé « La vallée d'Éden ». L'article racontait comment un ingénieur minier de Vancouver, Frank Perry, avait passé 17 ans à explorer les régions subarctiques avec ses chiens, qu'il avait à son tour découvert un vaste paradis abrité dans les montagnes. La vallée paradisiaque du Canada n'a jamais été découverte, bien que certains pensent qu'il pourrait s'agir de la vallée de Nahanni, située à environ 500 km à l'ouest de la ville de Yellowknife. Et on dit que la vallée abrite les esprits d'anciens groupes amérindiens. Et des drones font une découverte hallucinante sur le flanc de cette montagne. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.